Alors, le premier temps d'un processus de délibération collective, de mon point de vue, c'est de savoir de quoi on va parler. Quand on va se réunir, c'est avant de se réunir, de savoir de quoi on va causer. Si je vous dis ça, c'est que nous sommes en train de mener avec des étudiants en philosophie du laboratoire avec lesquels nous collaborons des travaux sur cette notion de processus de délibération collective. Et on a bien vu il y a 7-8 ans, là, quand on a commencé à travailler là-dessus, que souvent, quand on se réunissait, c'est parce qu'il y avait un problème. Alors déjà, on avait mis à heure fixe des temps de réunion pour discuter des problèmes. Mais avant que le problème ne devienne une problématique, il pouvait s'écouler tout le temps de la réunion. Ce qui était déjà pas mal, vous me direz, quand à la fin d'une réunion, on sait au moins de quoi on aurait dû causer. Parce que ce qui est encore pire, c'est de finir la réunion en se demandant de quoi on a voulu parler. Ce qui arrivait aussi. Ce qui peut arriver. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans une réunion comme celle-ci, il faut y réfléchir avant. Juste une anecdote, si vous permettez. Vous me ferez signe quand je dépasserai le temps qui m'est imparti. Une anecdote quand même, pour vous dire pourquoi, à titre personnel, je m'intéresse à ça. Parce qu'une fois, j'ai été convoqué littéralement par un des directeurs de l'établissement dans lequel je travaille, à propos de cette réunion que nous avons tous les vendredis, d'ailleurs vous m'empêchez de la voir aujourd'hui carrément, de 2 à 3, pas à 3h10, 3h, de 2 à 3, le directeur me dit « Mais c'est quoi cette réunion là, tous les vendredis? Vous êtes 15, 20 à vous retrouver, parce que tous les vendredis, nous essayons de répondre autant que possible à une problématique qui s'est posée pendant la semaine au sein du service de soins palliatifs. » Il dit, est-ce que vous vous rendez compte quand même le temps que vous perdez? Vous êtes 15 ou 20 à ne rien faire pendant 1 heure. Donc 20 heures, si vous ramenez ça au nombre d'heures, 20 heures multiplié par 52, qui est le nombre de semaines dans l'année, vous voyez les équivalents de temps plein que cela représente, alors que vous nous en demandez par ailleurs. Donc ça serait important quand même que ça soit clair ce que vous y faites là-dedans. Et c'est vrai qu'à titre personnel, c'était il y a quelques années, je me suis dit, au fait, qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on perd du temps, ou est-ce qu'on perd du temps tout simplement, ou est-ce qu'on en perd pour en gagner? Hein, est-ce que c'est un investissement finalement la réunion? Pluriel, pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Et à regarder de près, je ne suis pas sûr que c'était tellement rentable. Excusez ce mot, hein. Je pense qu'on passait un bon moment. Je me demande si parfois cette réunion que l'on qualifiait un peu pompeusement de éthique n'était pas un moment où s'exprimaient des émotions. Important de pouvoir exprimer ces émotions, mais ça n'était pas le lieu ni le but de cette réunion. Et d'ailleurs, on commençait à voir aussi que l'expression des émotions empêchait parfois de construire une réflexion. Les émotions fortes qu'on peut avoir dans nos envahissaient parfois totalement le champ de la discussion et empêchaient la construction d'une réflexion. Donc, premier acte, il nous est apparu qu'il était nécessaire de séparer le temps et le lieu pour exprimer des émotions, du temps et du lieu pour construire une pensée. Je ne sais pas si mon propos est clair, parce que cette confusion faisait qu'on finissait les réunions en se demandant pourquoi on y était allé. Et puis, de toute évidence, certains avaient des choses à dire, c'est-à-dire leurs émotions, et ces personnes finissaient par envahir complètement le champ ou l'espace ou le temps de la réunion, frustrant littéralement les autres personnes qui auraient aimé éventuellement dire quelque chose. Donc, il nous est apparu, qu'avant de commencer la réunion, il fallait que les acteurs qui posaient la question la problématisent, c'est-à-dire en réalité, on sent que ça ne va pas parce que ça vient comme ça, une problématique, ça commence comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne nous semble pas facile, on n'est pas d'accord sur quoi? Sur quoi? Quelle est la problématique? Qu'est-ce qui fait question? Et quand les gens arrivent à la réunion, ils ont déjà réfléchi entre eux à cela, de manière à non pas qu'on puisse y répondre, mais qu'au moins, on parle de la même chose. Parce qu'on peut aussi, lorsque les choses ne sont pas définies, ne sont pas problématisées, passer son temps pour s'apercevoir en fin de réunion qu'on ne parlait pas de la même chose en employant parfois les mêmes mots. Je suis en train d'essayer de vous expliquer l'économie de l'interdisciplinarité. Hein. Le deuxième temps, qui peut, à mon avis, commencer avant la réunion, mais aussi s'enrichir au cours de la réunion, si on parle d'interdisciplinarité, c'est que tout le monde a quelque chose à dire. Enfin, tout le monde. La majeure partie des gens qui participent à la réunion ont quelque chose à dire. Mais quoi?
si j'ai quelque chose à dire dans ce qui me fait problème, qu'est-ce que je vais dire? Comment je construis ce que je vais dire? Comment j'exprime finalement ce qui me pose problème de la question qui est posée, et comment j'argumente mon propos? Est-ce que je vais dire « moi, je suis pour » ou est-ce que je vais dire « je suis pour et je vais vous dire pourquoi moi je suis pour ». Et je vais vous dire pourquoi, parce que dans l'analyse que je fais, dans la relation que j'ai avec ce patient, il s'est échangé ça entre lui et moi. Dans ce que j'ai lu de son histoire, j'ai compris cela. Dans ma conception des choses, il y a ça. Je ne sais pas si mon propos est clair. Je vais donc avoir un avis à donner, mais un avis qui ne sera pas simplement oui, non, pour, contre, blanc, noir, mais un avis qui sera argumenté. Donc je vais pouvoir l'exprimer, cet avis. Mais la condition aussi pour que la réunion puisse être ce qu'on pourrait qualifier d'un débat, c'est que l'avis, même argumenté, n'est pas une certitude. Et que je suis conscient qu'un avis argumenté n'est pas une certitude autoproclamée. Si je dis cela, c'est parce que lorsqu'on entre en réunion, je parle de réunion, de processus de délibération collective, on ne sait pas comment on va en sortir. Enfin, peut-être pas exagérer non plus, on en sort vivant, mais on peut en sortir modifié au niveau de sa pensée. C'est-à-dire que je suis convaincu que puisque je sais que je ne sais pas, mais que cette problématique est une question, je sortirai renforcé par l'avis des autres, voire modifié, voire j'aurai une opinion qui sera différente. Ça n'a pas bonne presse, ça, de changer d'opinion. Hein. C'est retourner sa veste, c'est tourner casaque, etc. Sauf que quand on sait qu'on ne sait pas, il faut quand même admettre de temps en temps que, puisqu'on sait qu'on ne sait pas et qu'on a des arguments, mais que ceux-ci peuvent être contrecarrés, voire balancés par d'autres, on peut arriver à autre chose que ce que l'on pensait. Ça paraît simple de le dire. C'est jamais facile à vivre, ça. On peut sortir un peu déconfit d'une réunion comme celle-ci, en disant « merde, j'avais pas vu les choses comme ça ». Mais c'est intéressant de les voir comme ma collègue ou mon collègue me les a montrés. Je dis ça parce que, franchement, si on y va avec des certitudes, ça va se finir en pugilat. Mes certitudes contre les vôtres de certitudes, alors là, c'est un affrontement, ce n'est plus un débat. C'est ce que vous pouvez voir dans certaines réunions que nous animons, quand les gens, par exemple autour de la question, tu évoquais tout à l'heure la question de l'euthanasie en particulier, qui fait débat, comme on dit, en fait elle ne fait pas débat, puisque souvent on oppose des gens qui ont des certitudes, donc ils s'engueulent. Hein, ça finit mal en général. Alors des fois les réunions éthiques, les processus de délibération collective, je ne dis pas que ça se passe toujours bien, hein. Ce n'est pas une bande de copains qui ont un plaisir intellectuel à discuter, qui ont l'impression d'avoir une richesse. C'est jouissif de discuter. Parfois, ça, et souvent même, et toujours d'ailleurs, il y a des tensions. Il y a des tensions dans une réunion comme celle-ci. Vous disiez que c'est un critère, un indicateur de qualité, je pense, du processus de délibération collective. Si tout le monde est d'accord, et si on arrive, vous avez employé le mot, à un consensus, tous d'accord, c'est qu'il n'y avait pas de question, à mon avis. Ou qu'il y a un leader très charismatique, hein, pas loin d'être un peu dictateur. Donc, si on veut discuter, il faut donc pouvoir échanger. Mais pour pouvoir échanger sur des questions d'ordre éthique, pour pouvoir exposer ses convictions argumentées, il ne faut donc pas être dans une posture entre les personnes qui échangent hiérarchique. Il n'y a pas de chef dans ceux qui ne savent pas. Tout le monde sait qui ne sait pas ce qui est bon. Donc, à quel titre la hiérarchie qui prévaut souvent dans l'organisation d'une structure ou d'une organisation ou d'une équipe, etc., avec le chef, le sous-chef, les sous-sous-chefs, enfin, l'organisation pyramidale en sapin de Noël, cette organisation-là, il faut quand même la mettre dans sa poche le temps de la réunion. Ce qui signifie aussi que ceux qui occupent des fonctions hiérarchiques au-dessus, ou en dessous, je ne sais pas, enfin, en tout cas, les responsables hiérarchiques, s'ils participent à une réunion comme celle-ci, doivent être conscients que cette hiérarchie-là ne s'applique plus. Et si, d'ailleurs, on veut réfléchir à la façon dont peut être menée une discussion, un processus de délibération collective, moi j'encourage beaucoup, pour avoir fait l'expérience inverse, à ne
à faire en sorte que ceux qui prennent en premier la parole pour argumenter soient ceux qui ne la prendraient pas si, par exemple, les responsables hiérarchiques s'exprimaient en premier. Je transforme en mots clairs ce que je suis en train de dire. Il faut faire taire les médecins. Dans une réunion, je parle d'une réunion de service, il faut d'abord faire taire les médecins. Non, enfin, il faut les faire taire. Ils peuvent s'exprimer, mais vous savez, mes propres collaborateurs ne s'y sont pas trompés puisqu'ils m'ont demandé d'animer gentiment la réunion du vendredi, parce que je pense que se pose du coup la question de l'animation du débat. Mais s'ils m'ont demandé de l'animer, c'est parce que je pense qu'ils pensaient que je prenais un peu trop et trop vite la parole et que j'interdisais, ce faisant, la parole des autres. Donc j'ai bien compris, sans que ça soit dit, et je joue ce rôle d'animateur. Et d'ailleurs, j'ai découvert, en acceptant de jouer ce rôle d'animateur, la richesse de la parole de ceux qui ne l'apprenaient pas jusqu'alors. Je veux dire par là que dans les réunions que nous animons tous les vendredis, il y a d'abord une parole donnée aux agents de services hospitaliers ou aux aides-soignantes qui, tout près du corps, ont des choses à dire, qui parfois coupent au court toutes les réflexions très intello qu'on peut avoir, nous autres, parce qu'on est très à distance, entre guillemets. Donc, chacun argumente. 5 minutes. Chacun argumente, je vais faire vite. Chacun argumente, chacun écoute l'autre. L'animateur distribue la parole, évite que quelqu'un la monopolise ou que quelqu'un l'interdise, ce qui revient à la même chose. Fait en sorte que tous ceux qui ont quelque chose à dire, c'est-à-dire pratiquement toutes les personnes qui assistent à la réunion, puissent s'exprimer. Et puis, en théorie, ça dure 1 heure, une réunion, et bien, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, on dit, bon, stop, la fin de la réunion arrive, il faudrait quand même que nous puissions se dire sur quel point sommes-nous d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait acter comme orientation, comme décision ou comme reformulation de la question qui peut nous amener à dire que ce n'était pas une question. Mais comment arriver à faire en sorte qu'au terme de cette discussion, on ait une orientation, une action ou un renvoi à une prochaine discussion, mais d'un commun accord. Donc, le rôle de l'animateur, souvent de proposer une synthèse, un avis, une formule, entre guillemets, et de la faire valider. Donc, contrairement à... Mais peut-être je n'ai pas bien entendu tout à l'heure, mais je pense que la décision peut être le fruit du collectif. Par contre, assumer la décision est le fait du médecin responsable, de mon point de vue. Mais donc, prendre une décision en situation de complexité, c'est le fruit de la dynamique collective dont je viens de vous parler. Parce qu'a priori, si finalement, celui qui prend la décision, c'est le médecin, c'est pas la peine d'engager la réunion, de mon point de vue. Parce que souvent, il sait dès le départ ce qu'il pense, et il arriverait éventuellement à convaincre les autres de sa pensée. Ça n'est pas ça, un processus de délibération collective. C'est pas à ça que vous faisiez référence tout à l'heure non plus. Je termine pour dire que ce qui est important, c'est qu'au terme d'une délibération collective, si un avis, une orientation ou une décision est prise, il faut qu'elle soit tracée, écrite, et justifié. C'est-à-dire que les principaux arguments, de façon synthétique, qui ont conduit à cette décision et qui la justifient, soient écrits pour que ceux qui ne sont pas à la réunion, mais qui sont dans l'environnement de la personne malade, puissent le lire et se dire, ben voilà, je retrouve, ou je ne retrouve pas d'ailleurs mon avis. Et puis, l'autre intérêt d'écrire ce que l'on va faire ou ce que l'on a décidé, et pourquoi on l'a décidé, c'est aussi pour s'en servir après, pour vérifier que la décision qu'on a prise a produit l'effet que l'on attendait qu'elle produise. Parce que ça peut ne pas être le cas. Hein, vous racontiez l'histoire d'une sédation qui n'arrivait pas à sédater, si j'ai bien compris. Eh bien, il est important de ne pas s'arrêter au fait qu'on a dit qu'on allait faire la sédation. Après, il va falloir donc s'interroger pourquoi cette décision que nous avions prise et l'application que nous avions faite conforme à des référentiels ne produit pas ce que l'on attendait. Nous voici repartis dans une autre réunion, entre guillemets, mais qui peut conduire à une autre décision, voire une autre lecture. Alors, tout cela est très simple. Encore 1 minute ? Oui. Tout cela est très simple en apparence, très compliqué en réalité. Nous, pour tout vous dire, cela fait, je crois, 7 ans maintenant que nous travaillons en termes d'équipe, à la fois sur un plan universitaire, je parlais de thésards qui sont là-dessus, sociologues, philosophes, et sur un plan pratique, pragmatique, toute l'équipe essaie de s'y mettre. Ça fait 7 ans que nous travaillons là-dessus. Nous sommes à peu près à l'étape où on vient à une réunion en sachant de quoi on va parler, et les gens commencent tous à prendre la parole.
Vous voyez le temps qu'il faut? Parce qu'en plus, dans une équipe, on change, il y a des gens qui partent, qui rentrent, etc. Donc, c'est jamais acquis, un truc comme ça. Hein. Ça ne fonctionne jamais bien. On s'engueule de temps en temps, c'est pas forcément idyllique, ces réunions-là, mais globalement, on a le sentiment, surtout quand on se rappelle, et l'écrit nous sert à nous rappeler, comment on faisait pour aborder les questions complexes il y a 10 ans et comment on fait maintenant, je trouve que le niveau a rudement augmenté dans notre équipe, chez l'ensemble des soignants. Je crois qu'il faut juste regarder ça de temps en temps. Maintenant, j'avais dit que j'essaierais d'être pragmatique et comment on peut faire quand une question complexe se pose au domicile d'une personne qui dit moi je suis le lieu de vie qui a du sens, même pour ma fin de vie, pour moi, c'est le domicile. Tout le monde est d'accord pour dire, bah oui, si ça lui fait sens, donc il faut qu'on fasse tout pour qu'elle puisse y être. Et comment on fait avec des acteurs libéraux, pour partie d'entre eux, qui sont payés à l'acte? Parce que je vous rappelle que à l'hôpital, on fonctionne, vous le savez, en partie avec ce qu'on appelle la tarification à l'activité. Je pense que je vais prendre plus d'1 minute. D'accord. Je vous dis ça parce que c'est quand même important. Déjà de pointer que quand on parle de tarification à l'activité réflexive n'est pas un acte, manifestement. Hein, le fait de penser n'est pas un acte, n'est plus un acte. Je suis désolé de vous dire ça, mais arrêtez de penser. Agissez. C'est un peu le grand message de la tarification à l'activité, c'est une action technique. Un acte est un acte technique. Donc on est quelques-uns, et en particulier l'équipe de la Société française de soins palliatifs, bouscule un peu le ministère pour qu'on puisse peut-être reconnaître que le fait de réfléchir avant d'agir est déjà un acte. Et l'étape d'après, ça sera de dire que réfléchir collectivement avant d'agir n'importe comment, c'est un acte très très rentable pour le patient, peut-être sur un plan économique, mais pour le patient quand même, c'est sûr. Ben alors à domicile et dans une médecine, puisque notre système de santé est ainsi fait qu'il jouxte plusieurs types d'exercices, dans une médecine libérale, est-ce que quelqu'un peut passer les vendredis de 2 à 3, un médecin généraliste, des infirmières libérales peuvent tout suspendre et d'un seul coup dire de 2 à 3 tous les vendredis on cause? Ça ne peut pas se faire. Alors il faut des formules très simplifiées de ce que je suis en train de vous dire. Mais le risque serait qu'on escamote complètement cela. C'est-à-dire qu'au motif que c'est à domicile et qu'on fonctionne, chacun a des rythmes différents, on escamote la réflexion. Et du coup, ça conduirait ces situations de complexité qui vont devenir de plus en plus importantes à domicile et fréquentes à domicile, à escamoter la complexité et à décider seul de quelque chose qui ne peut pas être décidé seul. Donc, il va falloir que nous fassions en sorte, mais je regarde Marie-Claude parce qu'on a été compères pendant des années sur ces questions de coordination, de temps de coordination, de financement des temps de coordination, mais pas que pour les infirmières, mais pour que ça soit valorisé, ce temps-là, à domicile. Et je suis sûr, parce que nous sommes tous, à mon avis, plutôt d'accord pour trouver que ça donne du sens à ce que l'on fait, de pouvoir y réfléchir à ce que l'on fait. Je suis sûr que le jour où nos décideurs comprendront la valeur de cette notion de processus de délibération collective pour aborder les situations complexes, ils auront tout à gagner à créer des actes nouveaux qui s'appelleraient des actes pour réfléchir. Voilà, je m'arrête là, merci.